Ok, parfait, donc je suis prêt. Et salutations, chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur ma chaîne Vérité Avenir pour la cinquième émission d'une longue série basée sur la marchandisation de l'humain et des autres êtres vivants. Donc on a vu précédemment trois ouvrages, Baudrillard et la société de consommation, Lire le corps biomédical, où on avait quatre petits passages intéressants sur, entre autres, vivre, c'est déjà se rapprocher de la mort, et la définition de ce qu'est la mort. Et est-ce que quelqu'un qui est finalement dans un corps handicapé est déjà, voyez-vous, euh, dans un état de zombie. Il vit, mais en réalité, le corps est mort. Ou il y a d'autres exemples encore pour les personnes mentalement atteintes et qui pourtant sont dans un corps plutôt sculpté, qui n'a pas en tout cas d'handicap, voyez-vous, une main en moins ou encore un autre membre qui viendrait à manquer. Et on s'était conduit après aux attentes de la société pour les femmes et leurs modifications esthétiques, les médecines jusqu'à la chirurgie esthétique et bien d'autres altérations de ce qu'elles sont. Et on avait commencé le tout avec l'avenir de la nature humaine, questionné sur là où on arrivait. Et je vous avais dit qu'il y avait deux choses qui allaient suivre. La révolution transhumaniste de Luc Ferry, même si le personnage on ne l'apprécie pas forcément, et Jérémy Rifkin, le siècle biotech, lorsque l'on est rendu au commerce des gènes dans le meilleur des mondes. Et entre-temps, je suis retombé sur cette pépite. Alors c'est un livre qui alterne entre des chapitres français et d'autres en anglais. Donc je n'ai pas pu lire l'intégralité du contenu, je vous le partage. C'est un livre quand même qui coûte assez cher, 34 euros pour ce que ça représente. Les limites du marché, on va commencer par celui-ci. Et je me suis rendu compte qu'il est cité entre autres dedans Michael J. Sandel, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, sur les conditions du marché où la société devient finalement ni plus ni moins que elle-même un marché, un réceptacle à différents marketing. Et pour exemple, il y avait cette histoire aux États-Unis, vous savez, où il faut limiter le nombre de véhicules en circulation. Alors il a été décidé qu'il y aurait des couloirs spécifiques aux gens qui sont en covoiturage ou plusieurs dans la voiture. Et si vous êtes par la caméra détecté seul dans votre véhicule, vous recevez une grosse amende. Et on avait vu que certains appelaient des prostituées, non pas pour leur charme, et ça donnait, on va dire, des frottements corps contre corps, mais au contraire pour l'avoir en passagère, et cette personne permet bien, de passer bien plus vite que d'être dans les bouchons avec les autres. Et on avait comparé ça à la France avec Hidalgo, qui nous disait pareil, qu'il fallait des voies spécifiques au covoiturage. On a vu un peu partout en France s'organiser les voies de bus, mais aussi les voies de covoite, pour forcer les gens à être plusieurs et donc limiter ce qu'ils appellent l'émission de carbone et bien d'autres choses. On avait après plein d'exemples aussi sur des gens qui maintenant se font payer pour être dans une file d'attente afin d'accéder à des produits en exclusivité ou encore de se saisir de tickets pour des événements et des événements qui à la base sont gratuits, où les titres qui sont donnés en place limitée se retrouvent vendus sur d'autres sites, Le Bon Coin, Paru Vendu ou tout ce que vous voulez. Et à partir de là, ça crée des inégalités entre ceux qui travaillent et qui ne peuvent se permettre de faire la queue pendant des heures, et d'autres qui en fait vont prendre des places non pas pour leur plaisir ou encore pour le partager avec la famille, mais pour en faire un commerce. Et on a vu la même chose avec des consoles et d'autres produits où les personnes ne répondent plus à leurs besoins. Ils n'achètent plus une console, ils en prennent 5, 10 ou plus dans l'espoir de créer la pénurie, et qu'arrive un moment à flux tendu, eh bien les commerçants disent ah bah non, on n'en a plus, désolé, et que les clients, les demandeurs, eux, voulant absolument le tout de suite, se rendent sur les autres plateformes qui les vendent peut-être deux fois le prix ou plus encore. Donc on a vu en fait vraiment une dérégulation de tout ça, et je vous propose bien de se rendre dans ce livre, notamment à la première partie, les effets internes et externes de ce que représente la marchandisation. Donc après, ça revient dans la continuité de l'économie politique classique, en particulier Adam Smith et Karl Marx. Celle-ci soutient que les échanges et les marchés
influencent les personnes que nous devenons, font naître de la domination et de la subordination, de la vulnérabilité et de la dépendance. Les marchés, en ce sens, façonnent les individus, leurs capacités, leurs préférences, et donc la société. Et plus loin, nous nous apercevrons que quand la société devient intégralement marché, elle bouleverse la donne de la morale. Et c'est vrai qu'il y avait cette croissance d'objets, comme on l'avait dit, où l'homme maintenant vit au rythme des objets. Et tout, en fait, est là non pas pour qu'il se réalise et qu'il puisse être épanoui, mais bien qu'il soit euh, un engrenage, une pièce du système. Donc l'homme devient objet, c'est à peu près ça la chose. Les marchés, en ce sens, façonnent donc les individus et donc la société. Par conséquent, l'efficacité ne peut plus être le seul critère pour évaluer les marchés, raison pour laquelle Satz refuse d'utiliser le concept économique d'externalité. Il me semble néanmoins que, parmi les arguments anti-marchandisation, y compris ceux de Satz, nombreux sont ceux qui reposent sur quelque chose qui ressemble aux externalités, entendu en un sens large, comme effet inintentionnel de l'action A sur C auquel C n'a pas consenti. Je montrerai que le discours contre la marchandisation de certaines choses utilise, parmi d'autres, des arguments qui reviennent à identifier des externalités négatives. La simple existence de telles ventes affecterait d'autres personnes directement, qui sont blessées par des conducteurs ivres ou pour qui la dignité importe. On affecterait qu'ils y sont donc et comment ils agissent, leur identité personnelle, leurs capacités et également leurs préférences. Les économistes se concentrent habituellement sur les effets externes physiques qui n'ont pas de prix, ce qu'ils appellent les externalités technologiques. Cependant, le tort non intentionnel que nous faisons aux autres n'est pas seulement physique et allocationnel, il est aussi moral. Donc on crée du tort aux autres par ces consommations, sans se soucier par exemple de combien est rémunérée la personne à l'autre bout du monde, sans entrer dans la réflexion de quelle concurrence va en mettre sur le tapis et bien d'autres choses encore, eh bien on a également euh, une répercussion sur l'ordre moral. Et si l'économiste s'en tient à la définition du bien-être comme satisfaction de toutes les préférences, il est tenu à ne pas discriminer entre elles et ne peut éliminer les atteintes aux préférences morales, à la dignité par exemple. De surcroît, j'ai choisi ici de suivre la suggestion de Daniel Haussmann et d'élargir encore la signification du concept pour inclure les obstacles et la justice et pas seulement à l'efficience. Donc on a Haussmann qui souligne que quand Jacques et Jill réalisent un échange marchand, cela provoque des effets externes autres que les externalités traditionnelles technologiques des économistes, des effets qui doivent être pris en compte si la justice compte. Il inclut donc dans les externalités tous les effets inintentionnels de nos actions sur les parties non consentantes, que ces actions soient économiques ou non, que ces effets soient physiques ou pécuniaires, et il inclut aussi les effets sur nos préférences, par exemple, du simple fait que nos relations interpersonnelles soient médiées par le marché. Tandis que les externalités des économistes renvoient stricto sensu aux obstacles à l'efficience, j'utiliserai ici ce terme dans le même sens que lui, ce qui me permettra d'insister sur le tort à autrui et ses conséquences en termes de justice. Et donc là, c'est également le tort autrui, comme on l'a vu sur la morale, sur l'écologie, sur l'économie, sur sa condition même d'être humain et entre autres de dignité. Alors après, il revient, c'est pourquoi je définirai les externalités comme des effets non intentionnels de la part de A et non consentis de la part de C comme, je cite, les propriétés de ce que les économistes ont appelé externalités qui sont pertinentes pour les questions relatives à la justice des résultats des transactions volontaires ou on a à voir avec le fait qu'elles impliquent des effets tierces de A sur C non intentionnels de la part de A et auxquels C n'a pas consenti. Alors après, ça va plus en détail encore, mais je vous propose de basculer à la page 26 pour voir que aujourd'hui, clairement,
La deuxième solution consiste à réguler le marché de biens en question, ce qui peut prendre différentes formes. Ce que l'on avait vu avec Sandel aussi, c'est-à-dire, eh bien, puisque A impacte C, par exemple, sur l'écologie, et mettons à ce moment-là un quota de pollution qui est égal entre tous les êtres humains, et ceux qui excèdent dans leur voyez-vous, quantité de carbone, par exemple, devront s'acquitter de taxes, ou bien, comme c'est le cas pour les entreprises et les systèmes qui ont été mis en place, voir un marché et acheter à ceux qui finalement n'ont pas consommé ou n'ont pas pollué. Et les deux s'associant l'un l'autre. Bien, c'est à peu près ça. L'idée économique, par exemple, des taxes et des subventions, pour éviter que les très riches créent une différence abyssale, même si elle existe déjà, mais en France, les personnes très fortunées, c'est à peu près 50% de ce qu'ils font en recettes personnelles et qui sont récupérées par l'État. D'accord? Il y a cette forme-là. Pour ceux qui sont en classe moyenne, ça peut être à peu près 20% ou un peu plus. Pour les premières classes, c'est 0 ou allez, 10-15%. Vous voyez, c'est en fait l'idée de mettre une sorte d'égalité, puisque sinon, il y aurait un écart trop important. Les subventions, pareil, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas d'argent et vraiment sont dans une misère ostentatoire, autant à ce moment-là, il la réduire un peu et répondre à leurs besoins par des associations, des subventions, l'accès au sport, à la culture, au déplacement, à la bouffe, et je peux continuer de vous faire une liste. Et au passage, eh bien, quand je réfléchissais à ça, je me disais, la République a réussi quelque chose, c'est finalement à mettre sa marque de la bête à tous. Puisque quand nous appartenons à son système, nous finançons par les taxes et les impôts qui nous sont prélevés, quand on achète ou bien quand on travaille encore, peu importe, hein, celui qui se dirait moi je ferais ça, je fais rien. Si, quand tu achètes, tu as de la TVA qui retourne à l'État, donc tu as une partie des recettes dans ta participation d'ordre d'achat et de vente. Et que se passe-t-il? Eh bien, chrétiens, juifs, musulmans et d'autres encore croyants sont là en train d'alimenter un système qui va contre leur dogme. Tu ne prendras pas l'épée, sinon tu périras par l'épée. Tu ne feras pas du mal au prochain. Et bien, qu'est-ce qui est réalisé là-dedans? La République finance quoi? Des guerres. La République est également dans la distribution pour l'accès au médical et donc ouvre les portes pour, par exemple, l'IVG, l'IMG, la PMA maintenant pour toutes, ce qui va au contraire notamment de la religion chrétienne. On finance également des pseudo-journalistes et d'autres encore qui se veulent dans la caricature. Hein, ça, c'est leur liberté, mais on la finance par des subventions, ou encore on se laisse submerger par le remplacement par le CNC, et voyez-vous des contenus qui sont favorables à ce qui détruit notre nation, à l'effritement de notre identité du peuple résultat dont je vous ai maintes fois parlé. Et donc nous sommes complices. Et c'est là où c'est fort. Nul ne pourrait échapper, libre ou esclave, grand ou petit, tout le monde y participe. Même le petit, quand il va à la cantine, il participe. C'est ses parents qui payent, mais c'est lui qui consomme. Quand il s'achète des fringues, pareillement, et compagnie. C'est là où on se rend compte que on a déjà été absorbé dans une spirale infernale. Et pour revenir à ce qui est dit, eh bien, ils veulent également mettre des formes administratives pour inclure des normes, des quotas, du zonage et bien d'autres choses. C'est une solution qu'on peut qualifier, en utilisant le vocabulaire de Girardin, de marchandisation incomplète, puisque le bien qui crée l'externalité est marchandisé, mais pas aussi librement que les autres biens. La taxe implique de surcroît que l'effet externe est lui-même partiellement marchandisé. Typiquement, dans le cas de la taxe sur la pollution, il suffit de payer pour être autorisé à émettre le polluant, sans que ce soit véritablement un marché, puisqu'il n'y a pas d'échange. Dans la justice, c'est pareil, il suffit d'avoir les finances pour obtenir un bon baveux, et la justice, quand vous y passez et qu'un avocat a été payé 10, 20, 30 cas ou plus encore, il considère qu'il y a une partie de la dette envers la société qui a déjà été conclue. C'est-à-dire, comme vous avez dépensé de votre propre argent personnel pour répondre à une accusation, et donc finalement vous vous soumettez
voyez-vous, à leur ordre judiciaire, eh bien la peine est allégée. Et c'est souvent le cas, c'est dans ces mêmes récurrences que l'on retrouve des grands dealers, des grands braqueurs, des arnaqueurs en tout point, qui recouvrent la liberté assez rapidement. Et on peut même s'en remettre à l'Amérique avec Epstein et bien d'autres encore. Donc enfin, on voit entre le pollueur, le criminel et bien d'autres, et il y a la possibilité d'outrepasser les normes imposées à tous, à condition d'avoir quoi? Le pognon. Et comment exceller dans le domaine? Tout simplement en faisant commerce de plein de choses, y compris en menant les gens vers l'abominable. Donc enfin, parce que le problème vient de leur absence de prix ou d'aliénabilité, la marchandisation complète de l'effet externe est la solution proposée par Ronald Coase. Ce dernier a avancé la possibilité d'échanger les droits à polluer, à émettre des externalités entre pollueurs et pollués, jusqu'à atteindre un résultat efficace. Son idée fondatrice était de placer les droits de propriété, y compris ceux de polluer ou d'être protégé de la pollution, dans le contexte de l'échange, donc de créer de nouveaux droits de propriété. Sous-entendu, chacun aurait un quota. Les écologistes devraient s'en remettre à leur morale et finalement à leur activisme pour consommer moins que celui-ci et ne pas revendre l'excédent. Comme ça, en fait, ils favoriseraient à diminuer la pollution industrielle ou bien à mettre des grosses amendes à ceux-ci puisqu'ils ne pourraient pas acheter. Voyez-vous, il y aurait en fait, eux, ils seraient en train de surpasser leur autorisation et donc ils chercheraient sur le marché des gens à qui racheter, voyez-vous, les validations pour polluer, mais il n'y aurait personne. Si véritablement on se remettait, voyez-vous, au bon sens des uns et des autres, qui ferait attention au climat et à l'environnement. Mais ce n'est pas le cas. Ils savent rapidement qu'ils vont pousser en réalité, euh, même ceux qui voulaient être défenseurs d'une cause, à s'asseoir dessus. Hein, c'est à peu près ça l'idée, c'est même les derniers résistants, eh bien, les faire abdiquer, en leur disant, regardez, on vous a mis un quota, eh bien, avec ce système du jeu de vous pouvez empêcher les gros pollueurs, finalement, comme tous les autres, vous n'étiez bon qu'à blablater, mais les actions étaient toutes différentes. C'est à peu près ça qui est désiré. Donc après, on a également une proposition d'un marché pour l'effet sur les tierces parties internaliserait le coût et donc supprimerait l'externalité. Dans la théorie des Coase, cette marchandisation rencontre un obstacle, à savoir les coûts de transaction. Donc qui sont les coûts d'information, de négociation et de respect des contrats. À cause des coûts, Coase ne proposait pas une marchandisation générale des externalités, mais une analyse au cas par cas qui doit comparer les avantages et les coûts de chaque solution. Un marché avec allocation des droits aux pollueurs ou aux pollués, une intégration dans une seule firme, une taxe, des normes, le statu quo. Dans ce cadre théorique, la pertinence des solutions que j'ai appelées inaliénabilité, marchandisation incomplète, marchandisation dépend du niveau de leur coût relatif. Après, l'explication se poursuit et j'avais quand même mis autre chose, page 27, c'était Alain Roth. Bah il est où? Interdiction, prostitution, alcool. Donc à côté de ce modèle, les autres participants au débat de la marchandisation, principalement les économistes, expliquent l'inaliénabilité, au moins en partie, par les externalités physiques et leur analyse et solutions traditionnelles. Alors on retrouve en fait ces Alvin Roth les invoque par exemple pour justifier l'interdiction du commerce de certains produits comme la prostitution, qui aurait, voyez-vous, des dommages, des effets sur le voisinage, et l'alcool qui a des effets sur le crime, où on retrouve beaucoup de gens qui des fois sont sortis de leur état premier et altérés, voyez-vous, dans les vapeurs d'alcool, se retrouvent à de la violence, à des agressions ou encore à des cambriolages ou je ne sais quel crime et délit. Un autre économiste, Ravi Kambur, liste 3 critères pour identifier les marchés toxiques, obnoxious, et exprime clairement que le premier, l'agence faible, inclut les externalités parmi les 3 sources des problèmes d'agence, quand il y a de l'incertitude et du délai entre l'action et ses conséquences,
Quand l'agent contracte au nom d'un tiers, un enfant par exemple, et quand le contrat donc a un impact sur de tierces parties. Cette dernière source d'agence faible renvoie au type d'externalité technologique dont les économistes sont familiers quand une transaction a des conséquences négatives pour une tierce partie qui ne semble pas impliquée dans la transaction. Donc après, Combourg ajoute cependant un caractère qui était absent des discussions des économistes, à savoir plus faible est le contrôle, plus forte est l'offense. Il souligne, par exemple, que l'analyse traditionnelle passe à côté de l'outrage ressenti face au commerce des armes. Les échangeurs d'armes ne font pas partie des civils qui sont blessés, tués, ou qui voient leur maison ou leur village détruits par les armes qu'ils ont échangées. C'est cet argument en termes d'externalité qui explique, parfois avec d'autres, que Combourg classe les armes et les drogues dures parmi les marchés toxiques car elles peuvent causer crime et addiction. Alors que d'autres socialistes, beaucoup moins compétents mais qui se déclarent politologues, que l'on peut retrouver entre autres à TPMP, là, je sais même plus comment il s'appelle, Granolet ou quelque chose comme ça, là, enfin j'ai plus son nom en tête, qui lui voulait dépénaliser les drogues, en commençant par celles qui sont dites douces, alors qu'on se rend compte qu'en fait, entre autres le cannabis, par sa molécule THC, crée énormément de schizophrénie, de problèmes, voyez-vous, de troubles mentaux, à plein de gens. Et donc ont engendré des personnes qui se retrouvent après sous psychotropes ou je ne sais quelle merde qui les a zombifiés et rentrés dans un autre commerce. Et je parle même pas des autres drogues qui sont au-dessus encore, artificielles, de synthèse et compagnie. Page 29. Donc là, on s'aperçoit d'une chose, on est sur les externalités pécuniaires de la marchandisation, et il se trouve que certains économistes soulèvent ce problème de justice dans le débat sur la marchandisation. On peut relier, par exemple, le critère d'inégalité de Combourg à des externalités pécuniaires. Combourg soutient que le fait que les capitaux soient mobiles internationalement fait baisser le prix du travail et ne l'est pas, et que, plus généralement, la mondialisation produit des effets sur le prix du travail, des ressources et de certains biens essentiels comme la terre et le bétail. On pense aux enclosures actes, aux déplacements de population afin qu'il y ait des flux tendus et que les prix de l'immobilier s'envolent au même moment où il y a de la spéculation qui s'ajoute par ceux qui en détiennent 2, 3, 4, 5 ou plus par des SCI et des groupes plus importants encore, et qui ne les mettent ni en location ni à la vente, afin de faire grimper au mètre carré les prix, voyez-vous, des maisons et appartements. C'est pourquoi ils classent les flux de capitaux à court terme parmi les marchés toxiques, en ce qu'ils peuvent provoquer des crises et accroître la pauvreté. Ce type d'argument anti-marchandisation peut aussi être illustré par la démonstration de Cauchy-Bassu sur les effets de la coercition. Celle-ci est connue pour suggérer une rationalisation des limites du contrat fondée sur la coercition, mais pour des raisons welfaristes qui ne sont ni paternalistes ni moralistes. Son argument repose sur un modèle qui fait naître de la coercition dans un cadre pourtant de libre-échange. Or, il peut être interprété en termes d'effets externes pécuniaires. Dans le mécanisme qui fonde son modèle, un échange volontaire entre deux participants sur le marché améliore l'efficacité pérenne, mais si un grand nombre de personnes signent ce même type de contrat, alors celles qui ne l'ont pas fait verront leur situation se détériorer. Sous-entendu, finalement, c'est l'effet de masse et c'est la nouvelle normalité. Et dans ces types d'échanges, de transactions et bien d'autres choses, ou de contrats signés, finalement, ceux qui ne contractent pas, voyez-vous, moi je pense qu'on pourrait prendre l'exemple de ceux qui sont prêts à travailler pour 3 francs 6 sous, quoi, comme dit l'expression. Sous-entendu, l'autochtone, lui, veut défendre ses droits face au patronat en lui disant non, non, là tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, vu ce que tu fais au niveau bénéfice, et là je sors du chiffre d'affaires pour m'intéresser uniquement à ce qui rentre dans ta poche, tu ferais quand même bien de nous faire un petit geste. Et le patron, lui, qui veut, voyez-vous, appuyer par la force en disant t'es pas content, j'en ai encore 50 à côté qui sont prêts à rentrer sur le marché. Vous aussi, vous voulez trop revendiquer, vous ne voulez pas signer le contrat avec moi, pas de problème. On fait rentrer autre chose, en l'occurrence des migrants, qui
comparent les revenus de leur pays d'origine, la difficulté à trouver un travail, et là, les offres à foison et qui leur proposent bien plus, voire même par un travail excédant les 40 heures, 50 heures, d'envoyer quelques pépettes dans leur bled, de devenir propriétaire là-bas et d'y revenir avec une sorte de richesse. En fait, ils nous ont appauvris en même temps puisqu'ils ont accepté de travailler pour une misère. Et on peut retrouver comme ça bien des explications, voyez-vous, qui en fait font que les situations viennent à se détériorer. Et je peux même après inscrire ceux qui entreront dans la marchandisation, ce genre de choses, dans la modification de l'ADN. Alors attendez, hop, je fais un petit truc, une modification sur ça, parce que je me suis pas aperçu que le ventilo était à carburer. Et j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Or, il peut être interprété en termes d'effets externes pécuniaires. Donc, dans le mécanisme qui fonde son modèle, un échange volontaire entre deux participants sur le marché améliore l'efficacité parisienne, mais si un grand nombre de personnes signent ce même type de contrat, alors celles qui ne l'ont pas fait verront leur situation se détériorer. Je reprends son exemple en changeant le genre. Si un homme accepte un salaire plus élevé en échange du droit d'être harcelé sexuellement, cet échange est mutuellement avantageux et n'a d'effet sur personne. Mais si un grand nombre d'hommes acceptent ce type de contrat, alors finalement le salaire pour les contrats de travail sans harcèlement sexuel baisse. Il y a un impact négatif sur le bien-être des autres. Là, il y a un effet sur d'autres qui doit être empêché. Et on peut voir, en sortant un peu de l'absurdité, voyez-vous, de quelqu'un qui accepterait de se faire violenter, insulter à son travail pour, je sais pas, 400 euros de plus par mois, tout simplement le franchissement de limites avec les personnes qui se sont mis à nu par des OnlyFans, des mimes ou ce que vous voulez, ce qui en fait descendre le marché. Là où hier, en général, les femmes qui voulaient poser se retrouvaient pour des magazines et en faisaient un métier, on va dire, bien rémunéré, avec quand même une certaine dignité, là aujourd'hui, les choses sont poussées à un certain extrême. Et finalement, comme il y a énormément de propositions, eh bien, il faut se démarquer des autres. Et ça les pousse à aller toujours plus loin, voyez-vous. S'afficher nu n'est pas suffisant. Il faut maintenant, je sais pas, aller plus loin dans les pratiques. Il y a également le côté donc du travail que je vous ai pris avec les étrangers, qui baisse le salaire, et si t'es pas content, bah, tu te retrouves sans rien au chômage ou encore au RSA. Et il y a un autre truc que je voulais dire dessus, mais qui me passe par-dessus la tête. Une petite demi-heure, gorgée. Page 31, j'avais mis l'effacement des valeurs morales. En ce qui concerne le débat sur la marchandisation, une des premières occurrences des externalités morales de celle-ci se trouve en théorie du choix public, qui insiste précisément sur la souveraineté des préférences. Je cite. Un individu peut considérer comme parfaitement moral de vendre ses propres services de travail à une entreprise d'affaires, mais il peut penser qu'il est tout à fait immoral pour une femme de vendre les services de son corps à un homme. Un peu plus loin, chaque personne aura un ensemble de telles valeurs morales qui peuvent inclure des attitudes envers certains biens ou encore, en dehors de ces biens, certains services que les autres personnes ne devraient pas vendre contre de l'argent. En fait, c'est la morale individuelle que l'on essaye d'englober dans une éthique sociétale. L'individu pense que les autres individus, en se comportant d'une manière qu'il considère comme immorale ou contraire à l'éthique, sont effectivement en train de réduire sa propre utilité. Si un individu interprète ainsi le commerce de la prostituée, l'activité de celle-ci lui impose en un sens très réel des coûts externes. Fin de citation. Et on en revient à l'acteur A qui, sans le consentement de C, en fait, vient l'impacter. Pourquoi ? Imaginons. A est la prostituée. B en est son consommateur. C dénonce, voyez-vous, cette marchandisation des corps, mais se retrouve impacté parce que finalement, dans la société actuelle, ça devient une sorte de norme. Enfin, j'extrapole un peu, hein, mais pour que vous compreniez le raisonnement. C est impacté, lui qui voulait garder ses valeurs, son authenticité, ce genre de choses, puisque A devient une sorte de modèle de consommation et de proposition de service, et finalement, dans l'imitation, les femmes seront dans des relations par intérêt.
location de voiture, restaurant, ou bien encore, voyez-vous, des achats dans plein de boutiques, de l'argent. En fait, une forme de vente d'elle-même, de prostitution. Pourquoi se mettre avec un homme qui serait uniquement là dans le blabla, si je puis dire, et puis dans une relation qui a certaines fois peut-être platonique, ou avec des hauts et des bas, alors qu'elle peut finalement être plutôt dans l'utilisation des hommes. L'un lui servira pour les voitures, l'autre lui servira pour les restaurants, l'autre lui servira pour un autre statut, des voyages et ce que l'on veut. Et à partir de là, c'est une utilisation. Donc A est en train de faire un modèle avec B qui lui, voyez-vous, par sa richesse, s'en balance en fait. Il la prend comme un produit, un objet. Et C qui voudrait rester naturel se retrouve donc impacté par ce système-là. Eh bien, il y a bien d'autres exemples comme ça, voyez-vous. Donc le patron qui veut baisser les salaires ou en tout cas les tenir au minimum. B qui est l'étranger, lui en fait, tant pis, tu vois, il signe, c'est comme ça. Et le C à nouveau, l'autochtone ou ce que l'on veut, qui se retrouve impacté par ce que font les deux premiers. C'est à peu près ça. Pourtant, on nous dirait, les deux premiers ont signé un contrat en total accord et en consentement. Oui, mais ils impactent sans le consentement de C, si je puis dire. Oui. Et on peut prendre bien d'autres exemples comme ça, dont la morale, qui en soi est en évincement total, puisqu'on ne veut plus en entendre parler apparemment. À la page numéro 37, on a Girardin, qui va quand même rejeter les thèses de Sandel et de Walser, et que son argument soit plus subtil. En fait, il y a bien une réminiscence de cet argument de la dégradation quand elle soutient que les marchandises contestées sont des choses qui sont significativement pour notre identité personnelle, la personhood, et donc dont la marchandisation met en danger, je cite, l'épanouissement humain, human flourishing. Le risque est qu'un marché, je cite à nouveau, sape l'identité personnelle en engendrant des compréhensions, des conceptualisations inférieures de ce qu'une personne est. Fin de citation. Ça revient à ce que je vous disais, on ne s'intéresse plus au contenu, la dignité des uns et des autres disparaît, pour être uniquement dans le jugement des contenants et s'en remettre à des normes qui arrivent par des effets de mode. Parce qu'en ce cas, soutient-elle, l'objectification suit la marchandisation. L'objectification vient par la marchandisation quand notre rhétorique culturelle conçoit certains attributs de la personne comme des marchandises qui peuvent être achetées et vendues. Quand des attributs qui sont ou étaient des parties intrinsèques de la personne en viennent à être détachés et pensés comme des objets d'échange, la conception de la personne devient problématique. Fin de citation. Et c'est là où on voit des témoignages se juxtaposer de, par exemple, femmes qui étaient prostituées, pour dire, au moment où je faisais l'acte, j'étais dissocié en fait. Genre mon corps, je le laissais inerte, je pensais plus, je n'étais plus dans l'action, je subissais seulement, pour après, une fois à la fin de la prestation, prendre l'argent. On en a pareillement qui voient un travail et n'essayent pas de faire une formation ou autre, en fait ils se dissocient d'eux-mêmes. On a également ces phénomènes, voyez-vous, où on doit obtenir une certaine stature, carrure dans la société, et on peut comme ça compléter par bien d'autres, voyez-vous, images encore. Je vous laisse d'ailleurs le faire si ça vous intéresse, de vous dire en quoi l'homme pourrait maintenant devenir un objet d'échange et surtout sur quel principe il pourrait s'effacer. On viendrait à plus comprendre la personne. Vous pouvez vous mettre à l'exercice, des fois c'est bon aussi de réfléchir. Donc Girardin soutient que la marchandisation en rhétorique, dans le discours, peut produire les mêmes effets externes comme lorsque Elisabeth Lanz et Richard Posner imaginaient un marché pour l'adoption. Pareillement. A et B, et vous, entre les sociétés ou associations pour les pauvres miséreux à l'autre bout du monde, ceux qui veulent des enfants mais qui n'arrivent pas à en avoir, ou bien qui ne veulent carrément pas avoir une relation homme-femme, ils sortent, on va dire, du phénomène naturel pour leur propre ego, le moi-je, et j'exige, je veux maintenant un enfant. Oui, mais la nature te le permet uniquement, voyez-vous, bien par l'hétérosexualité. Après,
il y a les abandons, voilà, qu'il y a des enfants qui ne sont plus assumés par leurs parents et nés sous X, placés autrement parce qu'ils ont subi des violences ou encore d'autres abandons, ont été à l'ASE, qui finalement est une ruine de l'État qui ne sait pas du tout gérer ce réseau-là et qui laisse même des pervers, des criminels se mettre dans ça. Les familles d'accueil également, il y en a certaines qui sont très dignes. On pense même dans l'exemple du visionnage, on va dire, d'enfants qui seraient dans un premier temps rebelles parce qu'un peu perdus, mais finalement remis dans le droit chemin. Il y avait une série à l'époque, Famille d'accueil, qui montrait, voyez-vous, les différentes situations des cas. Même si ça restait de la fiction, il y avait quand même une part de réel qui s'y retrouvait dedans. Donc, oui, on peut reconnaître l'intérêt qui est des personnes qui adoptent ou qui gèrent des enfants jusqu'à leur majorité. Très bien. Mais pourquoi aller vouloir les chercher à l'autre bout du monde quand il y en a suffisamment déjà sur le territoire? Parce que c'est un caprice. Parce qu'ils ne veulent pas uniquement adopter quelqu'un qui pourrait ou bien leur ressembler ou bien avoir des difficultés. Ils le veulent à un certain âge pour le construire comme ils le désirent. Voyez-vous, du pauvre petit qui n'aurait pas eu accès à l'école, lui donner l'opportunité d'aller au collège, au lycée et plus encore. En fait, c'est se donner un statut de sauveur. Et derrière, on le sait très bien, ces systèmes en réalité d'adoption ont caché, puisque la demande était en train d'être explosive, des personnes qui étaient dans la traite d'êtres humains, qui allaient carrément voir des familles très pauvres et leur dire bah, écoutez, on va vous l'acheter le môme. Et eux ils le lâchaient. Des fois, on va dire, le cœur brisé parce qu'ils savaient que dans leurs conditions, il était très difficile de pouvoir se nourrir, eux et leurs enfants. Et donc, au lieu de leur venir en aide en humanitaire et de se dire on laissera le môme avec sa mère et son père, non. Il y a certains qui sont arrivés qui se sont dit on se lave la conscience, on donne une somme, mais par contre, on prend l'enfant tel un objet et on le ramène chez nous. Et on le met en exposition dans la famille. Et lorsque l'on va à tel endroit, on le montre. Comme ça a été le cas pour beaucoup de gauchistes, que l'on a retrouvé même, je pense à, comment il s'appelle l'autre là Wood. Oui, son nom, je crois que c'est Wood quelque chose. Alan Wood ou un truc comme ça, là. Vous voyez, qui a détourné une pauvre enfant et après il s'est marié avec. Et il l'a forcé, en fait. Tout ça, il lui a fait un lavage de cerveau, une sorte de contrôle mental où il leur pisse dans le cerveau pour après se mettre avec et assouvir leur pire crime, leur pire pulsion. D'autres, carrément, qui les présentent comme des petits objets, comme je vous dis, dans le parisianisme ou dans ce que vous voulez encore, vous voyez, dans ces cercles de bobos qui se donnent bonne conscience. Et je peux continuer comme ça l'explication, mais je m'arrête là. Pareil pour les organes et pour bien d'autres choses encore. Il y a trop de trafic. Donc son argument sur les dangers de la prostitution, par exemple, en termes d'épanouissement humain, peut être interprété en termes d'externalité sociétale plus précisément. Je le disais, sa thèse, cependant, est plus subtile en ce qu'elle reconnaît la coexistence des versions marchandes et non marchandes du même bien, le sexe, le care, une œuvre d'art, et qu'elle rejette la théorie des dominos. Cette coexistence est un cas de marchandisation incomplète dont elle distingue deux sens. En un segment de la population accepte la marchandisation, un autre non, concept contesté. En deux, une personne peut comprendre la même relation comme marchande ou non selon le contexte. Signification plurielle interne. Malgré cela, sa position demeure ambiguë puisqu'elle cède parfois, elle-même, à l'argument de la pente glissante, par exemple à propos de la gestation pour autrui. Et alors on retrouve dans la GPA des filles qui ont demandé à leur mère en fait de faire un bébé et comme ça après c'est le leur. Il reste à peu près de la lignée génétique, voyez-vous, de la famille. D'autres qui ont fait appel en Inde ou dans des pays, voyez-vous, où les revenus sont faibles pour porter des enfants. Donc après il y a eu carrément, on entendait la ferme des animaux, et là je ne ramène pas Orwell, hein, la ferme des animaux vraiment, voyez-vous, la basse-cour quoi. Après à ces usines qui font du cheptel en masse, qui ne voient des fois même pas le jour, eh bien on peut le comparer à l'humain. Il y a eu les fermes quelque part, voyez-vous, à bébé, où des femmes ont proposé leur gestation pour autrui en passant par une entreprise, et puis à la fin il y a eu carrément l'enlèvement, la mise sous coercition de bon nombre d'êtres humains, de femmes, mises quasiment à pas voir le jour, contrôlées par des bracelets électroniques, on vérifie ce qu'elles mangent, le sport qu'elles font aujourd'hui, attention, faut pas trop se déplacer parce que ça pourrait faire une fausse couche ou je ne sais quoi, et elles ont été contrôlées comme ça.
Et je peux continuer la liste, hein. J'ai également un livre de Sylvie plutôt Agazinski, je crois, un truc comme ça, qui est pareil, une femme, il me semble, d'un député français, et qui a très bien montré toute la marchandisation, l'horreur qui se situe derrière. Et j'ai également Blanche Trèbe, et puis Céline Lafontaine, et puis d'autres encore, où je peux accumuler sur des données pour vous dire que c'est clairement un des scandales du siècle. Et que l'Inde était tellement sous le flux de demandeurs de LGBT, de ce que l'on veut, hein, qui ne peuvent pas procréer entre guillemets naturellement pour certains, ou qui ne veulent pas abîmer leur utérus, qui ne veulent pas, voyez-vous, déformer leur corps et avoir des vergetures et d'autres complications. Donc, ils ont été exploités, entre autres, des femmes en Inde. Eh bien, l'Inde, à un moment, a dit stop. Ça sera plus chez nous. Tous les étrangers, là, c'est terminé. On a eu le cas pour l'Ukraine. Exactement la même chose. La guerre se déclenche, et voilà qu'on nous fait comprendre par les médias que des futurs parents, ceux qui en fait ont fait le projet parental, dont on a déjà parlé, un terme qui a été aiguillé finalement pour, voyez-vous, déboussoler la masse de ce que serait vraiment un projet parental, et vous, terme de projet où finalement on peut maintenant, tel une architecture de maison ou autre, dire tiens là je veux tel matériau, là je veux tel truc. Voyez, sur sélection de catalogue. Eh bien, on a vu en Ukraine qu'il y avait carrément pareil ces fermes à bébés, ni plus ni moins, qui ne sont pas des Lebensborn programmes d'une autre époque hitlérienne, comme je vous l'ai dit, le roi qui rêvait sa reine pouponnière alors que les deux sont tombés en échec. Non, là on avait vraiment de la traite d'êtres humains. Et on nous le vendait comme basique. Oh, les pauvres vont pas pouvoir récupérer leur enfant. Quel enfant? C'est pas le leur. Je peux aller plus loin, mais je ne souhaite pas vous perdre. J'espère être assez audible. 40 minutes déjà, je commence à être un peu long. Il faut que j'avance. Donc après, il y a différentes thèses qui sont soulevées, mais on va aller un peu plus loin. Enfin, même beaucoup plus loin. Il y a des chapitres, comme je vous le disais, en anglais. Page 105, je m'étais inscrit par rapport à Ricker Strawson. Alors, hop, un petit instant. Bon, je profite de cette petite coupure pour vous dire de liker, de partager et également de trouver l'espace des commentaires pour vous manifester, soit des opinions, soit des analyses construites en paragraphes. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de pouvoir lire ce qui serait complémentaire à ce que je propose. Et je remercie Résidente qui m'a mis bien un petit com là sur à la dernière vidéo en me disant putain, dans ta série là, les 3 derniers épisodes, y compris le principe de population, en fait il m'a dit les 3 dernières émissions, c'est vraiment d'un très bon niveau, c'est top. Bah écoutez, je suis satisfait, je vois que il y a quand même du passage sur la chaîne et surtout le taux de rétention est important. Donc ça signifie que vous en apprenez. Bien évidemment, c'est quand même dense, c'est complet en information, donc pour certains, voilà, ils sont, on va dire, à écouter un peu, ils avancent, tac, 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 ils piochent et puis après ils partent. Pas de souci. Faites-vous plaisir. J'essaye également des fois dans ma parole là, d'y mettre un rythme un peu différent et surtout, il faut que je travaille à ça, à mettre des moments de blanc pour que le cerveau soit pas toujours en flux tendu. Il faut que j'arrive à calmer un peu et les choses sans vous endormir aussi. C'est là où c'est complexe quand on veut être, voyez-vous, présentateur, analyste et compagnie. Et je pense que jusqu'à présent, là, cette année 2024, eh bien, a encore montré que j'ai gravi un palier de plus dans la connaissance, dans, voyez-vous, ma maîtrise de la langue française, hein, parce que je partais quand même de bien bas. Hein. Voilà, je pourrais vous en parler un jour, pourquoi pas, mais oui, il y a eu des très beaux progrès dans ceci, et j'en suis fier. Comme quoi, ceux qui s'en donnent les moyens et qui persévèrent, y arrivent toujours. Alors, il n'y a pas forcément un but qui a été, voyez-vous, défini, mais on avance, on tâtonne. C'est parti. Donc 104, 105, et après on ira à la page 175 sur notre Michael J. Sandel, et on pourra basculer à cette révolution transhumaniste. La personne et son corps, perspective personnaliste. Les deux modèles économiques ainsi posés aiguillent la caractérisation normative que j'esquisse à présent vers la représentation de la personne développée par Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre.
Notamment dans sa première étude, je cite la personne et la référence identifiante. Celle-ci s'appuie elle-même sur la représentation de la personne présentée par Peter Strawson dans Individuals. Au niveau très élémentaire, mais aussi très fondamental de cette première étude, la chose est simplement un objet du discours. C'est ce dont on parle. Et les personnes et les corps sont des particuliers de base, basic particulars, au sens où aucune chose, au sens précédent, ne peut être identifiée, c'est-à-dire singulièrement localisée dans le temps et dans l'espace sans qu'il soit fait référence directement ou indirectement à une personne ou un corps. C'est mieux explicité après, vous allez voir. En particulier, et c'est le point qui m'intéresse le plus directement ici, le corps d'une personne lui appartient en un sens qui exclut toute possibilité de transfert de son corps à une tierce personne, en tout cas de son vivant. Ceci parce que la personne et son corps se rapportent nécessairement, en tant que référence identifiante de base, à une seule et même entité, telle personne particulière. En d'autres termes, la possibilité de communication par le langage suppose la possibilité d'identification commune des choses par référence à des personnes ou à des corps, et particulièrement, solidairement, à des personnes et à leur corps. Donc ce qui réalise la personne, c'est son langage. Et là j'en vois arriver, oui mais les handicapés, ceux qui sont par exemple muets ou encore qui ont des troubles cognitifs et qui peuvent émettre que quelques sons. Oui mais ils ont encore la faculté du langage d'une autre façon. Est-ce qu'il n'y a que le langage verbal pour présenter que tu es humain et que tu es doté de conscience? Il y a aussi le langage des signes, l'écriture et bien d'autres choses. Pour ceux vraiment qui sont en soins palliatifs, bien des fois il y a un clignement d'yeux, ne serait-ce qu'un doigt qui bouge. C'est une forme de communication. Alors après, est-ce que celle-ci, dans ces cas-là, peut se ramener aux animaux? La réponse est oui. Donc est-ce que les animaux sont dotés d'une personne? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être dotés d'une âme. Parce que l'âme vient de anima et en fait qui se ramène à l'animal aussi. Donc peut-être que c'est ça qui les rend dans la catégorie des êtres vivants, même s'il y a bien d'autres choses inorganiques qui sont aussi de l'ordre des vivants, mais pour autant qui ne sont pas dotés de conscience et que l'on peut identifier à une personne. Vous voyez, une plante d'une autre, le code génétique a peut-être varié sur certaines bases, mais néanmoins ça reste quelque chose d'inorganique. Voyez-vous, on peut couper, il n'y a logiquement aucune souffrance. Alors qu'en revanche, l'homme et l'animal, eux, sont dotés de voyez-vous, récepteurs, de cerveau, finalement de ce qui les fait être différents des autres, qui créent leur propre comportement et leur personnalité qui va avec. Et on peut le voir, un chat craintif d'un autre, etc. Donc pour moi, l'idée de personne, évidemment, est attachée à l'humain, mais on peut en voir un dérivé pour les animaux. Et auquel cas, après, c'est comment les défendre, ça c'est autre chose, mais par rapport à l'humain, voilà, donc nous, on est indiscernable de notre corps, ce qui fait que personne ne peut résider en nous. Vous voyez, dans ce corps charnel, c'est pas le voisin, c'est pas un animal qui sera en moi, voyez-vous. C'est à peu près ça la chose. Et donc quand on est identifié comme tel, on ne peut se céder. On ne peut être objet. L'objet, lui, tout le monde peut, voyez-vous, en être le propriétaire. Et l'être humain, non. Et l'animal, on a eu une dérive parce que, comme le bien immobilier à une certaine époque, il a été identifié comme tel. Aujourd'hui, il est pucé, identifié, c'est obligatoire, un chat, un chien, ce que vous voulez, l'animal de compagnie, même le cheptel en général, dans les grands centres d'élevage, sont marqués. Donc, ils ont un identifiant. Ce que la plante, normalement, n'a pas. La plante est brevetée, on va dire, mais dans sa lignée, la plante A de la Z ou de ce que vous voulez n'est pas différenciée. Vous comprenez? Alors que l'humain, dans le cheptel, eh bien, il est numéro 101, l'autre 102, etc. Donc on les a identifiés. On leur a peut-être pas donné un nom, elles ne sont pas personnifiées encore, voyez-vous. Elles n'ont pas de langage, pas comment dirais-je, de demande externe, ne serait-ce qu'aux alimentation, eau, ce genre de choses, voyez-vous. Mais c'est ceci en tout cas, donc la personne est à son corps et les deux se rapportent nécessairement. La non-transférabilité du corps n'implique pas celle de ses parties, si ce n'est toutefois lorsque le transfert porte une atteinte significative et durable à l'intégrité physique de la personne. Donc on peut faire du don de sang, du don d'organes, tant qu'on ne nuit pas
à notre viabilité, à notre durabilité de vie également. On peut soutenir en effet que l'atteinte significative et durable à l'intégrité physique, comme le prélèvement effectué sans consentement, ou l'une et l'autre pour effet d'altérer, ont plutôt l'une et l'autre pour effet d'altérer gravement la relation d'appartenance entre la personne et son corps. La première en transformant, donc en diminuant le corps, et le second, donc être complété si l'on veut pouvoir l'appliquer au don du sang. Et après, plus loin, il y a également un développement sur le don de sang et le plasma qui est récupéré pour faire de la médicamentation. Alors après, ça c'est un sujet assez lourd. Donc, je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est dit exactement ? En fait, dans les dons du sang, après, il y a le plasma qui est récupéré par une certaine technique, je ne sais plus le nom de l'inventeur. Ils vont après pouvoir récupérer cette base pour en faire des médicaments, par exemple, et donc nous les revendre. Et dans le don, il y a une sorte de revente après. C'est là où certains, finalement, ne veulent plus le faire gratuitement, mais veulent, voyez-vous, qu'ils soient rémunérés pour ce geste-là. Et après, on a, je crois que c'était Embryos et d'autres sociétés comme ça, pour les transhumanistes, où ils veulent du sang de jeunes pour se le mettre dans leur corps et faire une régénération cellulaire. Et donc, une sorte de système de jouvence. Sauf qu'il y a des risques neurologiques, il peut y avoir également des transmissions, voyez-vous, de problèmes, donc, ou même un rejet, il me semble. Alors c'est assez limité. Mais fut une époque où on nous disait non, ça n'existe pas. Et après, il y a eu, voyez-vous, la dérive de ceux qui ont dit oui, mais là, on est plutôt dans l'ordre de complotistes, ceux qui nous parlent d'adrénochrome. Oui, j'ai fait une vidéo, le vrai du faux. J'avais présenté exemple à l'appui les entreprises qui le faisaient, les grands transhumanistes qui en parlaient et qui mettaient en œuvre ce type de pratique. J'ai été, en gros, ma chaîne de 3000 et quelques abonnés à un moment, elle a été strike pour ça. Genre, j'ai fait appel, j'ai lu, parce qu'on m'a mis le séquençage, pourquoi j'avais sauté. J'ai dit, mais regardez, là en fait, c'était un article de Le Point. J'ai contacté YouTube, j'ai été par Twitter pour les avoir, et compagnie, rien n'a fait. Rien n'y a fait pour réhabiliter la chaîne. Je comprends pas. La vidéo était tellement carrée que peut-être elle pouvait créer du conflit, je ne sais pas, et sortir les gens de l'irrationalité avec des forêts et compagnie qui, eux, en fait, n'étudient rien, ils sont bons qu'à, voyez-vous, mettre les gens dans la folie, alors que je reprenais le sujet, je montrais également les interventions télévisées, les manipulations de d'autres, et ce qu'il en était réellement. Et même, il me semble, il y avait 6ix9ine, un truc comme ça, qu'on avait parlé, qui avait fait un post, 20 000 $ pour la transfusion, il y avait des vidéos qui tournaient, bref. Censuré pour ça. On m'a fait sauter la chaîne pour ça. Et en interne sur cette chaîne, moi j'avais notamment des procédures entre guillemets pour droit d'auteur que j'avais enclenchées auprès de d'autres créateurs qui ne voulaient pas retirer ma voix ni mes interventions. Enfin, passons en ce détail. Donc c'est pour vous dire, cette vidéo est disponible sur Odyssée, je ne la remettrai pas sur YouTube, je pense, pour éviter de nouveau un strike. Mais oui, nous sommes bien, dans la marchandisation des corps. Pareillement pour, je vous en avais parlé, des embryons. Les vaccins aussi avec, il me semble que c'était H596, un truc comme ça, je ne sais plus. En fait, c'est issu d'une cellule souche embryonnaire, il me semble, d'un rein, d'un fœtus. Même pas d'un embryon, d'un fœtus. Pour développer des vaccins, ce genre de choses. Enfin, je crois que c'est HEK 296 ou un truc comme ça. Faut que je retrouve. Mais c'est pour vous dire, tout le commerce qui n'est pas forcément médiatisé, et oui, si, ça existe. Hein. Donc là, on arrive, hop là, à la 175, et donc à la marchandisation, le libéralisme et la vente du corps. Et le libéralisme nous renvoie donc à la première question de l'émission 1 et 2, à savoir, allons-nous vers un eugénisme libéral ? C'était la question. Plusieurs philosophes politiques ont récemment critiqué ce qu'ils voient comme une tendance à la constante amplification de la marchandisation, ce que Michael J. Sandel décrit comme la transition d'une économie de marché vers une société de marché. Leur critique de la marchandisation va de pair avec une condamnation de la philosophie politique libérale considérée comme
une conspiratrice non accusée de l'intensification de la marchandisation dont le vrai coupable serait l'économie du choix rationnel. L'importance que les libéraux accordent à la satisfaction de préférences individuelles et à l'autonomie dans la prise de décision les conduit, selon cette critique, à cautionner tout marché dont les participants sont volontaires et compétents. Le libre marché serait leur paradigme distributif qui prendrait en compte les coûts imposés aux autres par les choix individuels, mais pas le contenu de ces choix eux-mêmes. Les libéraux, de tous bords, sont ainsi en général et indistinctement accusés de ne pas pouvoir justifier la restriction des transactions de marché en fonction de ce qui est vendu, mais seulement en fonction de comment un bien est vendu. Autrement dit, à moins de démontrer qu'une transaction souffre d'un défaut procédural, qu'elle implique par exemple menace, fraude, consentement non éclairé ou accord inéquitable, les libéraux ne pourraient pas condamner un marché contesté. Et donc on devrait le laisser se déployer. Cette critique de la marchandisation est correcte plutôt, excusez-moi, en ce sens que si tous les libéraux se limitaient aux objections procédurales, alors leur vision serait inadéquate. En effet, même si deux acteurs sur le marché ont autant de pouvoir l'un que l'autre dans la négociation et qu'aucun d'eux n'est trompé par l'autre, certains biens ne devraient tout simplement pas revenir au plus offrant. L'objectif de cette critique, que je nommerai théorie de l'anti-marchandisation, est de montrer pourquoi certaines choses ne devraient pas pouvoir s'acheter et se vendre, et par conséquent, pourquoi certaines actions capitalistes entre adultes consentants devraient être interdites, mais pas d'autres. Ceux qui adhèrent à cette théorie ne rejettent pas le marché lui-même, seulement certains marchés sur lesquels sont échangés des biens spécifiques. Leur but est d'identifier les types de biens qui ne devraient pas pouvoir être vendus, même par les vendeurs capables et volontaires d'une économie de marché, puis de fournir un argument qui expliquerait pourquoi l'État peut interférer avec les choix du marché lorsque ces biens sont en jeu. Les théories de l'anti-marchandisation sont parvenues à identifier un certain nombre de biens qu'on ne devrait pas pouvoir acheter ou vendre, que j'appellerais des marchandises contestées. De même, j'appellerais les marchés où sont vendus ces biens des marchés contestés. Les biens contestés sur lesquels cette contribution se concentre sont les biens civiques, le droit de vote, la citoyenneté, les biens nécessaires, l'éducation, les soins de santé et les biens corporels, les relations sexuelles, la gestation, les organes humains. Donc 3 grandes thématiques de ces biens qui normalement ne doivent pas être vendus sur des marchés contestés. Donc des biens contestés sur des marchés contestés, à savoir le vote. Voyez-vous, certains qui seraient là demain à dire je m'en fous du vote, de toute façon ils sont tous pourris, allez, moi je vends le mien 50 balles ou 200 balles. Et après il y a la citoyenneté. Là je pense notamment au mariage blanc, ce genre de choses. Puisqu'il y a un droit du sol, mariage ou encore faire des mômes ou je ne sais quoi, eh bien certains sont tentés pour 4 000, 5 000, 10 000 euros de faire venir des blédards. On a également les biens nécessaires, l'éducation par exemple, où certains voudraient s'en dérober et vendre leur place, les soins, où on a différentes dérives, et puis après les relations sexuelles, la gestation, les organes humains et compagnie. Il est crucial pour ceux qui cherchent à expliquer pourquoi ces biens ne devraient pas pouvoir être émis sur le marché de rejeter l'approche procédurale usuelle qui les attribue en bloc à toute la pensée politique libérale. Selon cette approche, un marché est problématique seulement s'il est affecté d'un défaut de procédure qui serait la cause ou le résultat d'un manque d'autonomie individuelle. En principe, il ne serait ainsi pas pire de vendre son foie que son grille-pain, son prix Nobel que son chapeau, pourvu que ce choix soit réellement autonome. Donc le consentement libre et éclairé ferait acte de tout, et on pourrait, voyez-vous, s'adonner au pire commerce. Les théories de l'anti-marchandisation ne nient certes pas les transactions conclues sous la menace, la fraude ou l'exploitation sont à éviter, mais ils considèrent que cette restriction ne permet pas d'éviter la mise sur le marché de biens contestés. Les procéduralistes libertariens peuvent bien exiger qu'il y ait protection contre la coercition et la fraude. Les procéduralistes égalitaires peuvent bien exiger une redistribution et de la richesse pour corriger l'asymétrie des échanges, mais la théorie de l'anti-marchandisation semble obstinément négliger cette distinction en dirigeant sa critique contre les libéraux des deux camps
et en reconnaissant que les deux solutions servent seulement à renforcer le marché par l'amélioration du pouvoir d'achat et de négociation, au lieu de limiter l'étendue du marché à des zones de vie, de la vie sociale, d'où il devrait être exclu. Donc après, il y a bien des pépites encore qui restent, on n'est qu'à la page 176, mais ça je vous le conserve pour plus tard. 1 heure de direct. Que fais-je? Est-ce que je m'arrête là pour aujourd'hui, comme ça c'est digeste pour vous, et on est déjà à 4 ouvrages en 5 émissions, la 6e, on en fera 2 autres, on sera à peu près à jour. Ou est-ce que je continue? Sachant que là, on a quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais, il y a moins une quinzaine de pages. Là, pareil, non, vous savez quoi? Pour aujourd'hui, ça sera tout. Je conclue sur ça, et la prochaine fois, on s'enclenche Luc Ferry, Jérémy Rifkin. Et on suivra après avec Céline Lafontaine, Blanche Streb. J'ai également 2 petites pépites, notamment L'ultime transgression. J'ai après des livres sur la PMA, ce que les lobbies nous ont caché, ce genre de choses. J'ai à peu près une dizaine d'ouvrages encore pour cette série à vous présenter. Donc on sera à peu près sur, je pense, 2, 4, 5, 6, ouais, une vingtaine de livres sur la série La marchandisation du corps humain. Et donc on va déborder un peu sur 2025, je pense, pour la conclure. On a 2 autres livres après sur la série Principe de population, choc des civilisations. Et en 2025, eh bien, il y a des très grandes surprises qui arriveront sur la chaîne. Mais déjà là pour 2024, je pense que je vous aurais fait à peu près une présentation d'une trentaine de livres, si ce n'est pas plus. Donc efficace, ça fait quasiment 2-3 livres par mois, c'est correct en cadence. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir. Les valeurs sont ancrées dans notre civilisation chrétienne. Et c'est d'ailleurs par ça, par notre morale, par nos pensées, par notre intellectualité, notre bonté de cœur tout autant, que nous sommes portés à une victoire assurée. À très bientôt.